L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Lustig. Bonjour. Bonjour. Je vous présente, même si beaucoup de nos auditeurs et auditrices vous connaissent, vous êtes la voix de la boxe française, grand reporter, vous commentez la boxe française depuis 40 ans, vous intervenez sur la chaîne L'Équipe. Et qui ne connaît pas votre podcast Ring Story, disponible sur toutes les plateformes. Si je vous reçois sur l'antenne de Radio JM, c'est pour parler évidemment de votre ouvrage que vous avez sorti le 20 novembre dernier, le grand livre de la boxe, nouvelle édition augmentée. C'est un magnifique livre de 272 pages. Avant de parler du contenu de ce livre, parlez-nous de votre passion pour la boxe, parce qu'on a envie de savoir d'où ça vient. Vous commentez les matchs les plus emblématiques. Et d'ailleurs, la première question que je vais vous poser, c'est quel est le combat qui vous a le plus marqué, Jean-Philippe Lustig? Bon, écoutez, la passion vient de mon père. Il y a toujours un lien familial, vous savez. Et ensuite, c'est cette transmission, donc lui qui a boxé un petit peu, mais qui n'a jamais été un boxeur professionnel. Les combats marquants, c'est difficile d'en sortir un, parce que j'ai eu la chance de vivre du bord du ring des milliers de combats. Alors si comme il fallait que je fasse un choix, le Tyson Douglas, lorsque Tyson est battu pour la première fois de sa carrière, lui l'invincible, invaincu, la terreur, celui qui détruisait tous les adversaires en quelques secondes, est battu à la surprise générale un 10 février 90, c'est à Tokyo, devant 55 000 spectateurs dans un stade couvert, c'est-à-dire pratiquement 55 000 jeunes. Et moi je suis pour Canal, je suis le seul journaliste d'ailleurs français à assister à ce combat, et mon compagnon de route, qui était à mes côtés pendant de nombreuses années, Jean-Claude Poutier, ne s'est pas déplacé ce jour-là. Donc je suis vraiment le seul, et même aucun journaliste de la presse écrite, que ce soit L'Équipe à l'époque ou même l'AFP, parce que Tyson avait l'habitude de battre tout le monde très vite. Bref, donc je vis un moment historique, je suis témoin de cette défaite qui va modifier considérablement toute la suite de sa carrière et qui a marqué les esprits. Voilà. Donc spontanément peut-être celui-là, parce que je vis un moment historique, un moment clé. Finalement, ça vous procure énormément d'émotions quand vous êtes sur le bord du ring comme ça, en train de regarder ce type de match. Alors celui-ci évidemment, mais en général, quelle émotion ça vous procure justement la boxe? C'est toute la spécificité de ce sport, parce que moi je ne suis pas devenu journaliste spécialiste de boxe par choix, c'est au cours de circonstances. J'ai toujours aimé la boxe, je l'ai pratiquée quand je jouais au rugby, donc comme je disais, papa m'a transmis sa passion et sa connaissance, donc j'avais vraiment, je connaissais ce sport de l'intérieur, et quand je suis à Canal, je vais couvrir d'autres sports, et j'ai eu la chance durant toute ma carrière de faire 6 Jeux Olympiques, de faire de l'athlète, du rugby, mais la boxe, et c'est en cela que c'est très différent des autres. Vous êtes déjà au bord du ring. À chaque fois, on est un témoin privilégié de l'événement. C'est-à-dire qu'on est entre 2, 3, 4 mètres. Les combats de Tyson, parce que j'étais pratiquement toute sa carrière pendant 20 ans, je pouvais presque, pour avoir une image, touchée. C'est là qu'on a une position aussi privilégiée. On est en mission. Donc, dans la manière qu'on a de commenter un événement, par rapport à un match de foot, on est dans le stade, on est loin de l'action. Quand vous êtes à Roland-Garros, tous ces événements, je les ai vécus, vous êtes dans une cabine, même si vous êtes dans le stade de Roland-Garros, mais être au bord du ring. Donc il y a une atmosphère particulière, il y a le regard des boxeurs, l'attitude, le coup des bruits donnés par le boxeur. Donc tout ça, tous ces éléments font que vous êtes en train de vivre quelque chose qui est rare. La sortie du vestiaire, l'entrée dans le stade, comme un gladiateur, ce sont des moments magiques où tout peut se jouer. Vous pouvez gagner un combat ou le perdre. Et votre rôle de journaliste, c'est de transmettre tout ça, d'expliquer, d'éclairer à des moments clés. Il faut donner du rythme, ne pas trop parler au moment opportun. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est un sport et je dirais une mission très particulière quand on est un spécialiste de boxe et qu'on est au bord du ring. Donc vous avez finalement utilisé tout ce vécu, ces émotions, d'être au plus près de l'homme, du boxeur, pour pouvoir faire ce livre qui est donc sorti le 20 novembre dernier. Un livre donc que vous avez mis, j'imagine, beaucoup de temps à écrire et à illustrer, parce qu'il est très dense, il est très fourni, très documenté. Expliquez-nous le travail que vous avez entrepris sur ce livre. Alors donc c'est un gros travail, parce que cette édition, donc c'est la nouvelle, la première édition était sortie il y a 5 ans. Aujourd'hui, il est encore plus gros, encore plus lourd, en quelque sorte, près de 2,5 kg. Donc, il y a environ plus de 500 000 signes. Après, j'ai voulu y mettre ma touche personnelle. C'est donc un livre encyclopédique, mais à la fois, je ne peux pas raconter toute l'histoire en 272 pages, il en faudrait 1000. Donc, des moments clés, il y a l'essentiel, mais également des coups de cœur.
Et le livre est très personnel dans la mesure où, donc comme vous le précisez, je mets beaucoup de ma personne, ça c'est sûr, mais également par le biais de mes documents à moi. Les documents, ce sont des accréditations, par exemple. Quand j'ai vécu autant de matchs dans le monde entier, que ce soit en France ou sur les 5 continents, eh bien, il y a des accréditations, il y a des t-shirts, des casquettes, des programmes, des affiches. Et tout cela, j'ai gardé. Donc vous exposez finalement vos effets personnels. C'est non, un peu ça. Non, mais c'est exactement ça. Mais en plus, comme j'ai acheté aux enchères aussi des tickets de Cerdan de Carpentier qui remontent à bien longtemps, je ne pouvais pas les commenter parce que c'était il y a 50 ans ou 100 ans. Faut pas exagérer, voilà. Donc on n'est pas éternel et j'ai pas 200 ans, mais donc oui. Et c'est en cela que le livre et la maquette de Marabout, on avait vraiment bien travaillé. Elle est joyeuse, elle donne envie. J'ai envie de dire, le livre est assez rythmé comme l'est un combat de boxe, très visuel. Voilà. Alors on parle beaucoup de boxeurs depuis le début de l'interview, mais je crois savoir que cette édition, elle a été alimentée, enrichie par la boxe féminine. Expliquez-nous justement l'intérêt qui grandit, je crois, chez les femmes aussi de ce sport. Ah bah oui, c'est devenu maintenant incontournable. Il y a 30 ans, on ne parlait pas de boxe féminine. Il y avait même d'ailleurs je me souviens avoir participé à une émission. J'étais à TF1 à l'époque et il y a eu un débat entre les pros qui étaient très rares et ceux qui étaient contre la boxe féminine parce qu'on pensait qu'à l'époque, dans des postulats qui sont bien entendu anciens et tout complètement erronés, complètement décalés, que la place d'une femme n'était pas sur un ring. Mais aujourd'hui, comme dans tous les sports, comme dans toutes les disciplines, dans toutes les activités, la boxe féminine a sa place. Donc j'ai voulu lui rendre cette place au travers de 2 championnes qui me semblent aujourd'hui incontournables et qui sont exemplaires par leur comportement sur le ring, très spectaculaire. Cathy Taylor, une Irlandaise, et l'américaine avec Larissa Shields, qui est une double championne olympique, est une vraie vedette. Et aujourd'hui, un combat de boxe féminin, c'est la même chose, avec la même émotion, la même énergie, le même suspense qu'avec un combat d'homme. Tout simplement, on oublie. Donc c'est important de rendre hommage et de mettre en valeur cette boxe féminine. C'est ce que j'ai voulu faire dans cette nouvelle édition. Et aussi, si vous le permettez, Laura, il y a des QR codes, ce qui est une nouveauté. Ah, super. Voilà, donc ces QR codes permettent de se connecter directement, il y en a une dizaine avec mon podcast Ring Story, où donc je raconte des moments clés et des grands combats. Donc toujours pour essayer de le moderniser et toucher un public le plus large possible. C'est assez intelligent, effectivement. On a toujours notre téléphone à côté de nous, donc c'est vrai que c'est assez malin de pouvoir scanner ce QR code. Vous avez commenté justement, Jean-Philippe Lustig, des matchs pendant les JO de Paris 2024. J'aimerais votre regard justement de professionnel, de journaliste sportif sur cette compétition qui s'est passée dans notre capitale. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que selon vous, ces JO de Paris ont été une réussite ? Écoutez, moi qui ai eu la chance de faire, je disais au début de notre entretien, 6 Jeux Olympiques. Les premiers, en tant que spectateur, payaient ma place en 84 à Los Angeles avec mes économies. Par exemple, j'avais une petite vingtaine d'années, c'est un moment extraordinaire. Et ensuite, à travers les différents médias, jusqu'à donc Eurosport cet été. Ça a été exceptionnel. C'est-à-dire que vraiment, alors, vous l'avez vécu à Marseille aussi. Bien sûr. Mais les Jeux de Paris ont été au-delà de ce que j'imaginais. C'est-à-dire que pour avoir vécu Barcelone, Atlanta, Sydney, Athènes, Londres, ces Jeux ont eu une saveur très particulière. Il y a eu d'abord une organisation parfaite. On avait peur pour plein de choses, mais pas du tout. Le cadre, les sites étaient prodigieux, et il y a eu cette relation qu'il y a avec le public. Je me doutais, je savais par expérience que lorsque les gens viennent du monde entier, ça donne une atmosphère qui n'a rien à voir avec un autre sport. C'est-à-dire que comme il y avait 32 championnats du monde, les Jeux Olympiques, c'est ça, c'est en simultané, sur 15 jours, 32 championnats du monde. C'est énorme. Donc c'était énorme. Et la boxe, il y avait une ambiance géniale, parce qu'il y a eu 2 sites, c'est assez étonnant. Il y a eu la première semaine, au Parc des Expositions à Villepin, dans le nord de Paris, près de Roissy. Il y avait 6000 spectateurs. Génial, c'est-à-dire que c'était plein tous les jours, qu'à chaque fois qu'il y avait un boxeur français, même une ambiance des Ouzbeks, des Kazakhs, des Camerounais, c'était incroyable. Et la deuxième semaine, à Roland-Garros, dans un cadre plus feutré, moins d'ambiance, parce que c'est Roland. Oui. Et puis il y avait une capacité supérieure, mais c'était malgré tout, c'était formidable. C'est cette ferveur et la lumière qui a été sur cette boxe amateur, qu'on appelle aujourd'hui la boxe olympique, et qui permettent de découvrir les champions de demain, c'est cela.
Ouais, donc un grand moment de sport pour la France et le monde, hein, selon vous, les JO de Paris, gros succès. Ah non, mais fantastique. C'est-à-dire que mais vraiment, et beaucoup de gens avaient un peu d'appréhension sur l'organisation, et beaucoup de Parisiens sont partis. Et moi, je disais à mon entourage, mais restez, vous allez vivre un moment clé. Je ne pensais pas que ça allait être aussi bien, honnêtement. Mais ça a été une ferveur, un enthousiasme et une parenthèse enchantée. Ces jeux-là, comme les Jeux paralympiques, ont été fantastiques et ça a fait du bien. La France a un savoir-faire dans l'organisation, on l'a vu avec les Coupes du Monde de foot, l'Euro de foot, la Coupe du Monde de rugby, les Championnats du Monde d'athlé à Paris. Il y a un savoir-faire. Mais les Jeux, il y avait une pression énorme. Hein. Les yeux du monde étaient braqués sur Paris. Ça, c'est sûr. Et sur la France, c'est sûr qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Et finalement, ça a été un pari réussi, selon vous. Ah oui, mais ils se sont mis une pression énorme. Il y avait eu l'échec de la finale de la Ligue des Champions, on se souvient, donc quelques mois avant, avec les craintes en termes d'organisation, de violence. Mais là, pas du tout. Toutes les forces ont été mobilisées. Et il y a eu cette bienveillance, cet échange qu'il y a. Il y a toujours entre les différents pays, les différentes communautés, les différents visiteurs qui viennent du monde entier, vraiment le bonheur de se retrouver ensemble. Et tous ces gens qui viennent voir les Jeux ne sont pas des spécialistes de sport. C'est des amateurs. Voilà, exactement. C'est des amateurs, ils ont envie de passer un bon moment. Et puis ça a fonctionné sur tous les sites, clac, la mécanique a pris. Et d'ailleurs, il y a un petit contre-coup. Hein. C'est-à-dire que quand les Jeux sont finis, à chaque fois, on a un petit moment de moins bien, un peu de cafard. Hein, oui, c'est normal, il y a une émotion, on a été porté par quelque chose de très fort, et après, il y a le contre-coup. Et c'est normal pour les champions, pour les participants, même ceux qui n'ont pas eu de médaille, et pour le public et la presse. À chaque fois, on a toujours ça. Il y a la petite retombée, effectivement. Alors, on va finir cette interview, Jean-Philippe Lustig, par un petit pas de côté. Vous avez réagi sur les réseaux sociaux, notamment sur X, concernant l'arrêt de la subvention du département de l'Ain au mémorial d'Isieux. J'aimerais que vous puissiez me commenter effectivement cet article que vous avez partagé. Est-ce que, selon vous, c'est une décision politique grave ? Très grave. J'étais très surpris, c'est pour ça qu'hier soir je l'avais découvert, donc vous avez été attentif aussi à cette actu qui est terrible. Moi, cette maison à Isieux et les enfants, je suis allé la voir. Et dans la douleur, alors je n'aime pas comparer les douleurs, les tristesses profondes que l'on peut ressentir, mais lorsqu'on va visiter cette maison sur les hauteurs là, du village, et qu'on passe des heures, on sent cette présence des enfants, ces inscriptions, et je vous assure, moi j'ai été bouleversé. Je suis allé 2 fois à Auschwitz, à Isieux, c'est de la même teneur, mais c'est terrible. Et ce devoir-là, et ce lieu, est un lieu indispensable pour comprendre ce qui s'est passé, que ces enfants-là, avec leurs moniteurs, et qui vont finalement tous disparaître, cette petite cinquantaine, et qui ont été protégés, et bien aujourd'hui, donc il y a une subvention qui est arrêtée de 50 000 euros. 50 000 euros, mais qu'est-ce que c'est pour une économie? Alors oui, bien sûr, on demande aujourd'hui aux collectivités de faire des efforts, ce qui est important vu le déficit colossal qu'il y a au sein de notre société. Mais il y a des choix aussi, et je pense que ça c'est un devoir qui est capital pour la région. Mais je ne peux pas imaginer, voilà, on va supprimer cette aide. Alors on va faire quoi? Appel à nouveau à des donateurs, des fonds privés, mais c'est une mission. C'est une mission pour la région. C'est indispensable. C'est tellement... Il n'y a pas de mots. Hein, voilà, pour parler de cette horreur de la Shoah. Mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas mettre de côté en disant, bon, ben ça, oui, ça, hop, sur une ligne budgétaire avec un tableau Excel, bon, ça, on peut se permettre, on supprime. Non, il y a des choix, il y a des sensibilités qui dépassent le cadre juste d'une dimension financière, surtout quand on parle de 50 000 euros. Évidemment, je rappelle que vous avez organisé en début d'année d'ailleurs un voyage à Auschwitz avec des sportifs de renom. Je crois savoir en début d'année, c'était un moment fort aussi, Jean-Philippe Lustig, ce voyage. Oui, c'était un moment très fort. D'abord, ça a été compliqué de faire venir ces champions. Une vingtaine ont répondu à nos différentes demandes. Et 3 mois après le 7 octobre, on imagine que vous avez eu du mal à convaincre aussi certaines personnalités. C'est terrible, d'ailleurs, je ne vais pas refaire l'histoire, mais on avait prévu ce voyage en novembre, vous voyez, 1 mois après le drame du 7 octobre. Et lorsqu'on a vu la direction que prenait donc l'actualité
par rapport à ce drame du 7 en France et les réactions des sportifs qui étaient hésitants, mais oui, sur l'interprétation, on a décidé de le reporter. Et on le reporte en janvier, dans des conditions d'ailleurs hivernales terribles, c'était celles que alors je peux pas dire qu'on doit vivre quand on va à Auschwitz, mais c'est celles que malheureusement tous ces déportés ont connues avec des -4, -5 degrés, la neige partout, c'est terriblement tragique. Eh bien, les sportifs ont été encore plus réticents à venir. Mais il faut mettre en valeur surtout ceux qui ont accepté. Oui, c'est ça qui est important. Voilà. Les Vincent Moscato, enfin, il y a beaucoup de copains à la boxe, Mormec et tout ça, ils sont tous venus. Et c'était un moment, donc, c'est juste un voyage pour l'humanité de découvrir quelque chose, voilà. Ce drame absolu, c'est la spécificité de la Shoah et du génocide, avec ce mot qui est employé aujourd'hui dans tous les sens, malheureusement. Mais il y a eu une portée, oui, c'est un voyage marquant. Une journée, vous partez très tôt le matin à 6h, vous rentrez le soir à minuit. Ça vous bouleverse, ça vous marque à vie. Et ces champions ont été magnifiques d'humilité, voilà, de sobriété. Et ils nous ont accompagnés. Et d'ailleurs, on espère, avec le Christ, pouvoir chaque année organiser un voyage pour toucher les sportifs, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, faire venir des jeunes dans les clubs et tout cela. C'est tellement important parce que le sport, c'est un vecteur, c'est un lien extraordinaire entre les différentes communautés, c'est un lien d'humanité, de tolérance, et il faut surtout le développer et faire de gros efforts pour poursuivre notre bataille, en quelque sorte. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe Lustig pour ces mots qui font du bien, je crois, en ce moment, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio JM. Je rappelle votre livre qui est sorti le 20 novembre dernier, le grand livre de la boxe, nouvelle édition augmentée, 272 pages de bonheur sur la boxe. Merci à vous. Merci infiniment. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt, merci. Pour voir ou revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous. L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin.